Le projet du troisième lien entre Québec et Lévis continue de susciter de vives critiques de l'opposition, alors que des estimations internes révèlent que ce chantier phare de la CAQ pourrait coûter jusqu'à 9,3 milliards de dollars. Selon un document du ministère des Transports présenté au Conseil des ministres, deux scénarios sont sur la table. Un tunnel traversant un quartier résidentiel, estimé entre 5,3 et 8,2 milliards, ou un tunnel de 4 km reliant l'autoroute Robert-Bourassa entre 7,1 milliards et 9,3 milliards. Ces montants, déjà faramineux, n'incluent même pas les études environnementales ni les expropriations, laissant craindre une facture finale encore plus salée. À court terme, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, dit avoir besoin de 275 millions pour poursuivre le projet. Il lui reste à peine une semaine pour obtenir l'accord du Conseil des ministres, qui doit en principe cesser ses réunions le 16 juillet pour les vacances estivales. Étienne Grandemont, député de QS, qualifie le projet de folie, soulignant que le gouvernement coupe dans les écoles et la santé tout en dépensant des milliards pour un projet sans étude de besoin. Selon le député péquiste Joël Arsenault, on sait que le gouvernement a perdu sa boussole, M. Legault l'a admis. Avec les coupes en santé et en éducation, il a démontré qu'il avait perdu le sens des priorités alors que c'est eux qui ont perdu le contrôle des finances publiques. Il mentionne aussi que le troisième lien est un projet dans lequel plus personne ne croit dans la province. En 2026, dit-il, les Québécois jugeront sévèrement la CAQ pour leurs promesses électoralistes. Madame Guilbeault avait néanmoins fait valoir qu'un pont-tunnel serait moins coûteux qu'un pont à l'est, malgré la nécessité de construire un tunnel, une autoroute en tranchée et des ouvrages complexes pour se raccorder aux autoroutes existantes, sans toutefois offrir de documents détaillant les différences. Elle avait aussi affirmé que ce projet serait favorable au transport collectif, sans pour autant expliquer comment. Le corridor sélectionné est celui qui permettra de réaliser le meilleur projet au meilleur coût, a de son côté noté la ministère des Transports dans un document technique ne comprenant que peu de détails. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a annoncé avoir atteint son plafond de demande pour le parrainage d'un conjoint, partenaire conjugal ou enfant de 18 ans et plus. Aucune nouvelle demande ne sera acceptée avant juin 2026, date à laquelle le processus reprendra. Les dossiers reçus après l'annonce seront retournés sans traitement et les frais associés ne seront pas encaissés. La réunification familiale demeure accessible pour les parents, dont les pères, les mères et les grands-parents, les enfants de moins de 18 ans, qui a aucune limite. En juin 2024, le gouvernement Legault avait instauré une limite de 13 000 demandes sur 2 ans, dont 10 400 réservées aux conjoints et enfants majeurs, pour réduire les délais de traitement, actuellement 37 mois. Cette mesure vise à respecter les cibles d'immigration, mais inquiète les défenseurs des droits des familles. La course à la direction du nouveau Parti démocratique pour succéder à Jagmeet Singh débutera en septembre 2025, avec un vote prévu pour la fin mars 2026. Les candidats devront débourser 100 000 $ pour participer à la course, une décision approuvée par le Conseil national du parti lors d'une réunion en juillet 2025. Certains membres du parti, dont d'anciens députés, affirment que cette course contribuera à couvrir la dette électorale du parti grâce à des efforts de financement accrus. Cependant, d'anciens membres du personnel du parti et des députés du groupe Reclaims Canada's NPD encouragent les membres du parti à transférer leurs dons du parti central vers les associations électorales locales afin de renforcer la base du NPD. L'ancienne députée néo-démocrate de la Colombie-Britannique, Rachel Blaney, affirme que le Parti central peut se permettre de prendre un léger coup pour accroître les ressources locales et élargir la base du parti. Jordan Leitschnitz, ancienne stratège principale du NPD, affirme qu'il s'agit d'une tentative autodestructrice car les associations de circonscription ne peuvent pas remporter les élections sans l'appareil central du parti. Le NPD a reçu plus de 3 millions de dollars en remboursement d'Élections Canada après les campagnes de 2019 et de 2021. Mais moins de 50 candidats du parti ont obtenu les 10% des voix nécessaires dans une circonscription pour être admises au remboursement cette année. L'élection partielle dans la circonscription d'Arthabasca prévue le 11 août s'annonce comme une course serrée entre plusieurs partis. Le Parti libéral du Québec, sous la direction de son nouveau chef Pablo Rodriguez, a présenté sa candidate Chantal Marchand, une résidente de la région depuis 40 ans. Rodriguez a souligné son ancrage local, contrastant avec certains adversaires comme le chef conservateur Éric Duhem,
qui n'est pas originaire de la circonscription. Duhem, dont le Parti conservateur mise sur l'abolition de la taxe carbone, il craint une victoire Duhem mise sur l'abolition de la taxe carbone. Il craint qu'une victoire péquiste ne donne un élan à l'indépendance du Québec, une perspective qu'il juge irresponsable dans le contexte économique actuel. De son côté, la CAQ, affaiblie par l'impopularité du gouvernement Legault, mise sur Kevin Brasseur, ancien président de la Chambre de commerce locale, tout en promettant un remaniement ministériel à l'automne. Le Parti québécois aborde cette élection partielle dans Arthabaska avec un certain vent en poupe, si on croit les récents sondages. L'approche du parti dans cette circonscription reflète d'ailleurs l'évolution plus générale du PQ sous la direction de Paul Saint-Pierre Plamondon. Un recentrage sur les enjeux de proximité, une défense mesurée mais ferme sur l'identité québécoise, la réduction des seuils d'immigration pour mieux correspondre à la capacité d'intégration de la nation québécoise, et une volonté affichée de proposer une alternative crédible au gouvernement caquiste. Cette élection partielle fait suite à la démission d'Éric Lefebvre, ancien député de la CAQ élu sous la bannière conservatrice fédérale. La date du scrutin, fixée en pleine période estivale, a été critiquée par certains partis qui y voient une manœuvre pour minimiser la participation. Arthabaska, une circonscription du centre du Québec, devrait être rebaptisée Arthabaska-l'Érable en 2026. Des ingénieurs du Centre d'optique photonique et laser de l'Université Laval ont mis au point une puce optique capable de transférer des données à une vitesse supérieure à 1 terabit par seconde, soit l'équivalent de 100 millions de livres transférés en 7 minutes. Cette avancée, publiée dans Nature Photonics, pourrait révolutionner les infrastructures informatiques, notamment pour l'intelligence artificielle, en offrant des débits bien supérieurs aux connexions électriques et traditionnelles. Contrairement aux puces électroniques classiques limitées par la vitesse des câbles métalliques, cette technologie utilise la lumière pour transmettre l'information, réduisant la consommation d'énergie. Un transfert de 7 minutes ne nécessiterait que 4 joules, soit l'énergie pour chauffer 1 ml d'eau d'1 degré Celsius. De plus, la puce atteint une densité record de 5000 gigabits par seconde par millimètre, permettant des interconnexions d'optique ultra compactes. La particularité de cette puce réside dans son exploitation non seulement de l'intensité lumineuse, mais aussi du décalage de la lumière, une approche qui améliore drastiquement les performances. Grâce à des modulateurs à micro-résonateurs en anneaux en silicium, l'équipe a surmonté les problèmes d'instabilité pour encoder l'information avec une précision inédite. La puce, de la taille d'un cheveu humain, est 1000 fois plus petite que les modèles optiques existantes. Cette technologie pourrait accélérer les traitements d'IA, optimiser les centres de données et ouvrir la voie à une informatique photonique plus durable. Les chercheurs estiment qu'elle pourrait être intégrée dans l'industrie d'ici quelques années, marquant une étape clé vers des infrastructures plus rapides et écologiques. Le Collège La Salle, à Montréal, risque une amende de 30 millions de dollars pour avoir accueilli un nombre excessif d'étudiants dans ses programmes anglophones. La direction du Cégep affirme que cette amende menace la survie de cet établissement bilingue, vieux de 65 ans. Le gouvernement du Québec impose des limites au nombre d'étudiants qui peuvent s'inscrire aux programmes collégiaux anglophones depuis l'adoption de la loi 96 en 2022. Il affirme que le Collège La Salle est le seul collège privé subventionné à ne pas avoir respecté les quotas. Le collège dit ne pas avoir été en mesure de respecter ces limites en partie à cause du nombre d'étudiants étrangers qui avaient été acceptés avant l'annonce des quotas. L'établissement affirme qu'il sera en conformité d'ici l'automne et a intenté une action en justice pour demander l'annulation de l'amende.